Se protéger des cyberattaquants n'est pas une mince affaire. Nous l'avons évoqué ici plusieurs fois, sécuriser son app, son service demande une attention constante à chaque mise en prod. Mais quand on est la France, cela prend une échelle encore plus importante. Protéger tout un pays signifie une protection des administrations publiques bien sûr, mais aussi des concitoyens et des entreprises qui évoluent dans ce pays. Et en plus de la défense, il faut aussi se structurer pour pouvoir attaquer. Mais alors, comment protéger autant de personnes sans les entraver? Est-ce une simple bataille de meilleurs technos? Et surtout, vais-je devoir éliminer l'ensemble des auditoristes de ce podcast après avoir écouté et révélé tout ce que nous aurons appris? Pour répondre à ces questions confidentielles, je ne reçois pas David Lightman, mais il s'y connaît en jeu de guerre. Didier, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Didier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc je m'appelle Didier Tisser et donc je viens juste de quitter le ministère des Armées après plus de 30 ans en fait. J'ai terminé général 4 étoiles et j'ai eu la chance de pouvoir donc commander cette structure de cyberdéfense des armées et puis aussi de pouvoir commander en fait un organisme qui se charge de tous les réseaux de télécommunications, d'infrastructures, des systèmes d'information, le cloud, en fait, les data centers du ministère des Armées, quoi. Donc, j'ai vraiment pu, pendant toutes ces années, en fait, participer, orienter dans des choix technologiques, dans des choix d'organisation, avec donc, en fait, un peu ce leitmotiv cyberdéfense, numérique, et justement d'être confronté à quel numérique devons-nous avoir, quels sont les niveaux de cyberdéfense que l'on doit avoir pour faire face justement à ces ennemis, à ces compétiteurs stratégiques, mais au-delà aussi d'un certain nombre d'États qui potentiellement pourraient vouloir justement prendre l'ascendant sur nous. Il y a aussi cette cybercriminalité qu'on voit partout, qui touche tout le monde, y compris les militaires, les civils, et donc là aussi ce sont des choses qu'il faut prendre en compte en fait. Donc c'est un chantier d'une ampleur quand même assez colossale, on peut le dire en fait. Tout à fait, c'est un chantier colossal, il faut énormément de personnes, justement avec très, très variées dans leurs approches, dans leurs connaissances technologiques, et là de tous les niveaux en fait, des techniciens, des ingénieurs en fait, mais aussi dans d'autres domaines d'activité. Cette approche très liée au renseignement aussi, géopolitique, sciences humaines aussi. Donc tout ça fait un tout qui est très, très cohérent, multifacette. Et c'est ça qui a été passionnant véritablement dans cette grande aventure justement de la création du commandement de cyberdéfense, créé donc en 2017. Mais avant, bien évidemment, on faisait la sécurité informatique, sécurité des communications. Mais là, on a vraiment structuré ce commandement dans cette approche très opérationnelle. On n'est pas en train de paramétrer des équipements. On est vraiment dans le cyberespace, en fait, et on sait que d'autres acteurs potentiellement peuvent venir dans notre cyberespace. On peut se retrouver dans un cyberespace commun, un petit peu l'Internet, par exemple. Et donc là, c'est un espace de manœuvre, et on sait que certains se cachent, certains se font passer pour d'autres. Et donc, il faut qu'on appréhende tout cela. Donc, c'est vraiment très, très intéressant au niveau tactique, technologique, mais aussi au niveau stratégique, en fait, quelle approche on veut avoir, comment on se positionne. Et donc, ça a été passionnant. Ok, passionnant en effet. Je vais me permettre une première digression. Peut-être une question qu'on te pose parfois quand tu es face à des civils. Général 4 étoiles, ça veut dire quoi? Alors en fait, Général 4 étoiles, ça veut dire que moi je suis rentré à l'école de l'air, qui est une école d'ingénieurs. Je suis sorti lieutenant et après c'est tous les grades. Dans l'armée, on passe tous les grades en fait. Lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Et après, on peut passer général. Et alors, particularité, en fait, en France, on n'est pas général 1 étoile, on est général 2 étoiles directement. Okay. Et puis après, on monte 3 étoiles, 4 étoiles. Et le maximum, c'est 5 étoiles. Le chef d'état-major des armées, il est 5 étoiles. Les chefs d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, 5 étoiles. De la marine nationale, 5 étoiles. De l'armée de terre, 5 étoiles. Voilà.
Donc en fait, c'est quasiment au maximum. Et justement, c'est par rapport au poste que l'on m'a confié, par rapport à mon cursus, par rapport à cette capacité d'entraînement de l'ensemble des acteurs. On m'a fait confiance et donc on m'a confié les plus hautes responsabilités dans le domaine du numérique et de la cyberdéfense au sein du ministère des Armées. Ok. Ce qui m'amène du coup à une autre question. Ta réponse m'amène à une autre question. Donc j'entends qu'il y a cette structuration donc de cette antenne de cyberdéfense interarmée, donc pour protéger effectivement tous les corps d'armée de manière un peu transverse. Et en même temps, tu évoquais ce nouveau terrain de jeu, entre guillemets, ou terrain de combat, ça dépend comment on l'appelle, donc ce terrain dans lequel il faut pouvoir évoluer ce cyberespace. À quel moment tu penses que ça va devenir un corps d'armée à part entière ? Ou si tant est que ça puisse l'être. Alors c'est en train de le devenir en fait, c'est vraiment un commandement détaché de l'état-major des armées. Alors je ne veux pas trop rentrer dans le détail d'organisation, de choses comme ça, mais en fait, au ministère des Armées, on a les 3 armées en fait, et puis un certain nombre de services qui vont s'occuper des finances, de la gestion des ressources humaines, de l'acquisition avec l'industrie des équipements. Et puis on a toute une partie qui est un état-major des armées avec justement la planification et la conduite des opérations, parce qu'en fait, on n'a pas d'un côté l'armée de l'air qui fait sa guerre, l'armée de terre qui fait sa guerre, la marine qui fait sa guerre, et puis les gens du cyberespace qui font leur guerre. Tout ça, c'est imbriqué, c'est mêlé. En fait, il faut appréhender dans sa globalité une opération amphibie, par exemple, aéroportée, ça mixe un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on voit bien justement le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, portée par les Russes. On a bien vu qu'il y avait des attaques cyber pour préparer justement l'arrivée sur le terrain. Donc tout ça, c'est combiné. Il faut intégrer ces éléments-là, d'où le fait d'avoir réuni justement à l'état-major des armées cet état-major, ces compétences opérationnelles cyber, et qui ont pris de l'ampleur. Et donc maintenant, ça va être véritablement un commandement spécial, comme il y a par exemple une direction du renseignement militaire, comme il y a un commandement des opérations spéciales. Voilà, donc on a bien identifié cela, mais qui ne regroupe pas la totalité des acteurs de la cyberdéfense des armées, puisque chaque armée a ses spécialistes aussi qui doivent rester dans ses armées, et puis il y a d'autres spécialistes, notamment par rapport à ceux qui vont faire cette acquisition avec nos industriels. Donc la direction générale de l'armement, ceux qui passent des marchés, qui vont acheter des porte-avions, des avions et des bateaux et des chars, mais ils vont aussi donc acheter des équipements de cyberdéfense. Donc ils ont besoin aussi d'avoir des experts dans ce domaine-là. Ok, alors donc pour creuser un peu cette création de ce... on dit c'était le ComCyber, c'est ça le ComCyber, voilà, le commandement cyber. De la cyberdéfense. En fait, moi j'ai été officier général commandant de la cyberdéfense des armées, et donc j'avais comme chef le chef d'état-major des armées, donc général 5 étoiles, le plus haut gradé militaire, mais aussi un lien avec là où le ministre, donc quand j'étais commandant de la cyberdéfense, c'était Florence Parly qui était ministre des armées, et donc un lien assez direct justement pour lui apporter cette garantie que nous étions en capacité de protéger les réseaux du ministère des Armées, donc d'avoir cette résilience de notre numérique pour avoir la résilience des armées, pour participer à la résilience de la nation, quoi. Ok. Alors donc comment ça s'est construit un petit peu ce ComCyber ? Alors ça s'est bien construit. Ouais. Non, ça avait été préparé, et en fait on est parti de qu'est-ce qu'on veut produire comme effet opérationnel en fait. L'effet opérationnel, c'est défendre nos réseaux contre des attaquants, c'est être capable d'attaquer les réseaux de l'ennemi sur un théâtre d'opération, et c'est être capable aussi de pouvoir savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, justement pour éviter qu'on nous attaque, des attaques informationnelles. Donc là aussi, c'était quelque chose qui était important. Donc ça, ce sont des effets opérationnels. Alors pour obtenir ces effets opérationnels, il nous faut quoi ? Il nous faut des capacités, et une capacité, justement, c'est un petit peu ce qui va faire ce système global. Et cette capacité, en fait, ce sont bien évidemment des personnes et puis des équipements ou des logiciels. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce sont, et là, dans le numérique, justement, la protection numérique, on est là, ce sont des zéros, c'est des 1, c'est des combinaisons. Là, je vais sortir un petit peu un alphabet, en fait. Et justement, et les militaires, ils ont ça, ils sont plein d'acronymes, comme dans beaucoup de secteurs. Mais ces acronymes, ils ont l'avantage, comme ça, on se souvient de ces notions, quoi. Donc, il y a un acronyme qui s'appelle DORES. Alors, c'est quoi ça, DORES, par rapport à ses capacités ? Le D, c'est pour une doctrine. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine ? C'est un mode d'emploi. C'est quelque chose qui explique comment on va faire compte tenu d'un certain nombre de contraintes, en fait, de contraintes, par exemple, de droit.
des conflits armés. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. C'est marqué dans le mode d'emploi, on ne peut pas utiliser telle et telle arme cyber de telle et telle manière et tout ça. Donc cette doctrine est très très importante justement. Elle définit justement ces 3 domaines de lutte que j'ai évoqués, lutte informatique défensive, offensive, d'influence, est très très intéressante. Et puis après, même plus largement aussi, elle va expliquer par exemple par rapport au numérique, comment on va s'organiser, qui s'occupe de quoi et ainsi de suite, quoi. L'organisation, justement, on en a parlé, ce côté un petit peu, voilà, ce comment la cyberdéfense avec un état-major, un centre d'opération, en fait, alors pour ceux qui aiment bien les termes techniques, en fait, un CERT, un SOC, des choses comme ça, en fait, dans ce domaine-là, mais aussi des centres spécialisés qui ont été regroupés dans un groupement de la cyberdéfense avec des spécialistes, justement, de la détection, en fait, des spécialistes de l'intervention, des spécialistes des audits, en fait, spécialistes de l'entraînement, de la formation, tout ça, donc justement pour avoir vraiment ce tout très, très cohérent, en fait. Donc cette organisation. Après, les ressources humaines et financières, c'est important. Les ressources humaines, là, c'est pareil, justement, il faut les recruter, il faut les fidéliser, parce que si on les a recrutés, on les a formés et qu'ils s'en vont dans l'industrie, alors c'est très bien d'aller dans l'industrie, il le faut, cette dynamique, surtout si c'est l'industrie française, mais il y a quand même besoin de les garder, en fait. Donc on a besoin de travailler dessus, sur cette valorisation, en fait. Donc ça, c'est important sur les ressources, donc doctrine, organisation, ressources. Donc les équipements, on en a parlé tout à l'heure, équipements logiciels et tout ça. Alors ça, c'est très important aussi parce que en fait, il faut qu'on ait des modes agiles de développement de ces équipements et de ces matériels. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a appliqué les mêmes méthodes que pour faire un porte-avions, pour faire un avion de chasse, pour faire un char. Donc c'est long, ça demande du développement, c'est très spécifique en fait. Donc tout ça, ça demande du temps, c'est très pointu, c'est très performant, mais c'est long et c'est cher. Dans le domaine du numérique, il faut que ce soit court, il faut que ça puisse être évolutif, il faut que ce soit modulaire. Donc justement, on a beaucoup travaillé tous ensemble pour avoir cette dynamique. Il y a encore des efforts à faire, mais on est vraiment dans cette dynamique. Et pareil, les logiciels aussi, de quelle manière on va les développer, type un peu DevSecOps ou des choses comme ça. On est vraiment sur ces méthodes-là. Alors après, le S, c'est le soutien, c'est très important. Ça maintient en conditions opérationnelles, maintient en conditions de sûreté. En fait, c'est fondamental parce qu'en fait, on a beau avoir un super système, si on ne l'entretient pas, c'est comme sa mobilette, c'est comme sa voiture. Au bout d'un moment, elle ne va plus démarrer, elle ne va plus marcher, tout ça. Donc c'est très important de bien entretenir, justement, de se projeter sur l'avenir. Et puis après, en effet, le dernier E, c'est pour l'entraînement, formation-entraînement, c'est essentiel. Alors, dans le domaine de la cyberdéfense, qu'est-ce qu'on a fait? On a une unité, justement, spécialisée dans l'entraînement, dans la préparation opérationnelle. Donc, on va avoir des plateformes, des cyber range qui vont nous permettre, justement, de tester plein de choses, de pouvoir les attaquer, essayer de les détruire, et de l'autre côté, les défendre. On ne fait pas ça sur nos réseaux directement, parce qu'en effet, si l'attaquant est un peu trop dynamique, on ne va pas faire tomber nos réseaux. Donc, en fait, on fait en sorte justement de les protéger, les préserver, mais de plus en plus, quand même, on essaye de voir et de stimuler de types d'attaques sur les réseaux réels, parce que c'est quand même mieux. Après, on a fait aussi des actions, en fait, de tests de pénétration. On s'est fait aider aussi parce qu'on a des ressources humaines, c'est bien, mais en fait, il faut les en capter. Et on a ce qu'on appelle des réservistes opérationnels. Ce sont soit d'anciens militaires, soit des civils qui ont signé un engagement à servir dans la réserve et qui viennent nous aider, qui sont rémunérés, qui sont en uniforme, et on les connaît bien en fait. Eh bien eux, on leur a confié une mission de tester au travers justement d'un bug bounty. Alors, on ne les rémunère pas en fonction de ce qu'ils trouvent, des bugs qu'ils trouvent, mais évidemment, il y a un classement, il y a plein de choses, il y a un petit cadeau, des choses comme ça. En fait, ils sont considérés. En fait, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre. Et donc, voilà. Donc, tout ça, ça nous a permis d'identifier ce dont on avait besoin. Un état d'esprit très opérationnel, des outils, une finalité opérationnelle, et puis plus largement aussi, je pourrais continuer encore dans les lettres de l'alphabet, il y a ces aspects juridiques, réglementaires qui sont fondamentaux, pour aller développer un petit peu tout à l'heure, et puis après les partenariats essentiels, j'ai parlé tout à l'heure des industriels, où il faut qu'on ait un vrai partenariat avec ces industriels, en fait, des partenariats aussi avec des alliés, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'Union européenne ou en bilatéral. Et donc comme ça, avec un certain nombre d'acteurs majeurs dans le domaine de la cyberdéfense, on a fait des exercices où en fait, alors, on ne s'est pas opposés les uns aux autres, mais on avait chacun des blue teams et une red team qui était mixte. Et en fait, dans les premiers temps, ce qu'on en a fait, c'est le French Flair ou la French Touch, c'est que on a un peu coupé dans les virages, et finalement, qu'on a pris de l'avance, et en fait, notre blue team est arrivé première, en fait, donc ça, c'était assez sympa. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est comment on se positionne par rapport aux autres. Est-ce que les efforts que l'on a faits sont suffisants? Et là, c'est important, et notamment, il y a des exercices justement dans le cadre de l'OTAN ou dans un cadre multinational plus important. Et la France, avec une équipe mixte
commandant de la cyberdéfense des armées, ANSSI, Agence nationale de SSI, eh bien, plusieurs fois, on est arrivé premier en fait, des nations. En fait. Donc là, ça montre que on est au bon niveau, que ça se passe bien. Donc tout ça a permis justement de construire ce commandant de la cyberdéfense, d'être efficace, et on ne s'arrête pas là, on continue à progresser, on continue à travailler dessus pour rester vraiment au top en fait, dans ce domaine. Ces principes-là que tu as évoqués, de cet anagramme, si on prend c'est quelque chose qui est commun au sein du ministère des Armées, c'est-à-dire que tous les armées fonctionnent plus ou moins avec ce principe-là? Oui, tout à fait. Et même au-delà de la France, en fait, on retrouve dans le cadre de l'OTAN aussi. L'OTAN, c'est très structuré, justement, en fait, en fonction de que va faire l'OTAN pour pouvoir satisfaire les missions, la défense collective et tout ça. Donc, c'est très, très structuré. Les Américains aussi ont un peu cette démarche. Donc, voilà. Grosso modo, tous les pays qui travaillent dans le cadre de l'OTAN appliquent la même démarche et donc pensent à beaucoup de choses. Et justement, il y a un élément que je n'ai pas cité. Il y a un L, alors c'est la version anglaise, qui est le leadership. Et ça, c'est très important aussi, en fait. Le leadership, finalement, c'est à un moment ou à un autre qui décide. On parlait tout à l'heure de la prise de risque. Quel risque on accepte de prendre? Parce qu'en fait, la protection ultime n'existe pas. En fait, on le voit bien, la ligne Maginot, elle a été très bien conçue, mais en fait, finalement, on a pu contourner pour diverses raisons, et puis d'autres domaines aussi. Donc, en fait, à un moment ou à un autre, on accepte un risque. On ne peut pas se défendre contre toutes les potentielles attaques. Et donc, c'est là aussi, c'est intéressant, c'est que, en fait, toutes ces capacités que l'on fait monter en gamme, on les fait aussi par rapport aux potentiels ennemis. Quel est l'événement redouté? Où sont finalement mes données de valeur, mes traitements qui sont importants, en fait. Par exemple, les radars qui regardent si les avions ennemis peuvent arriver ou pas. Si les radars sont attaqués et tombent en croix, évidemment, c'est un désavantage pour nous. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire en sorte qu'ils ne tombent pas en panne. Il y a des redondances, il y a beaucoup de cyber et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment essentiel. On va faire beaucoup d'efforts dessus. Mais à un moment ou à un autre, il y aura peut-être plus d'argent pour faire d'autres efforts par ailleurs, ou plus de ressources humaines. Donc, on va choisir un moment de dire, non, ça, finalement, ce type d'attaque n'existe plus, ou ça n'existe pas encore. Donc, en fait, on verra. Ouais. Et donc, on se focalise sur les attaques qui sont bien connues, d'où justement ces interactions avec pas mal d'autres acteurs civils. Je parlais de l'ANSSI tout à l'heure, militaires, en fait, au travers de l'UE, au travers de l'OTAN, pour pouvoir échanger ce vécu, cette connaissance de ce qui se passe. Et là, justement, moi, j'ai aussi cette chance, quand j'étais commandant de la cyberdéfense des armées, de pouvoir créer le forum des cybercommandeurs de l'Union européenne. C'était au moment, justement, de la présidence française de l'Union européenne, en fait, le premier semestre 2022. Et donc, on a eu cette idée. En plus, il se trouvait qu'en effet, il y avait les Russes qui attaquaient l'Ukraine. Et donc là, on s'est dit, là, il y a matière justement à dire, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on partage, c'est important. Et partager des données cyber, c'est très sensible, c'est comme partager du renseignement, il faut avoir une confiance. Et cette confiance, en fait, elle se renforce quand on a un ennemi ou des compétiteurs qui sont un petit peu les mêmes face à ça. Quand je recoupe un peu tout ce que tu as évoqué, parce qu'il y a un truc que je trouve passionnant, que tu as évoqué, donc tu as évoqué cet espace numérique dans lequel on se déplace. Tu as évoqué le fait que ça va au-delà de simplement les équipements. Tu nous as parlé de surveiller les réseaux sociaux. Date de création 2017. Oui. Est-ce qu'il y a une coïncidence temporelle ou est-ce que c'est vraiment une décision? Parce que 2017, si je fais le calcul vite fait, 2016, c'était l'élection de Donald Trump. On a vu sur les réseaux à cette époque-là qu'il y a eu une implication assez forte d'acteurs a priori venant de pays de l'Est pour influencer l'élection. Est-ce que ça a joué dans la prise de conscience de se dire en fait la cybersécurité c'est pas que un super switch et un super routeur? Oui, tout à fait. En fait, il n'y a jamais de hasard de toute façon en fait, et le rôle des armées et plus largement de l'administration en fait, c'est d'anticiper justement par rapport aux crises, par rapport aux difficultés, d'essayer de les résoudre. Et donc en fait, et on s'est rendu compte notamment par rapport à la présence française justement en Afrique, et notamment par exemple au Mali ou dans d'autres pays, donc à la demande de ces pays qui nous ont demandé de venir pour les aider à lutter contre des groupes armés terroristes, donc on est allé les aider. Et en fait, on a vu par ce groupe Wagner de mercenaires justement, et qui maintenant, on sait qu'il était en effet téléguidé par Poutine en fait, et donc on a vu leurs actions, et notamment sur les réseaux sociaux, ce type d'attaque. Et donc, j'ai eu, là aussi, c'était la période, on a beaucoup écouté justement ce qui se passait, et on a pu comme ça déjouer, en fait, une fausse information, en fait, une fake news, justement provoquée par Wagner. Quand la France a quitté le Mali, à un moment, on a quitté un camp qui s'appelle un camp de Gossi, il y a eu un faux charnier, en fait, qui a été monté de toutes pièces
par Wagner. Et justement, on se doutait qu'il pouvait se passer quelque chose. On a mis en sorte justement nos capteurs en fait sur les réseaux sociaux, mais aussi en fait nos moyens de renseignement de la direction du renseignement militaire. Et tout cela nous a permis de voir qu'il se passait quelque chose et de pouvoir justement les prendre la main dans le sac. Et au moment où ils ont publié justement cette fausse information comme quoi les Français avaient justement tué des Maliens et les avaient enterrés, on a pu montrer que non, c'était Wagner qui l'avait fait justement, on avait tous les éléments en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret qui correspond justement à cette période. Autre action aussi qui est intéressante, c'est des actions défensives que l'on a eues justement contre un groupe, une APT Turla en fait. Donc là, pareil, la ministre des Armées à l'époque, donc Florence Parly, avait fait justement cette communication publique disant ce groupe a attaqué des boîtes email qui étaient sur Internet du ministère des Armées. Alors, ce qu'on met sur Internet, c'est pas sensible, bien évidemment. Ce qui est très sensible, on se le garde, c'est protégé, personne n'y a accès. En fait, c'est blindé, c'est protégé, ainsi de suite. Alors, certains peut-être essayent, mais en tout cas, voilà, c'est blindé. Donc là, il y avait un niveau de protection standard, on va dire, et par rapport à ce groupe qui est quand même assez pointu, ils ont réussi à, en fait, prendre une vingtaine de boîtes email sous leur contrôle. Donc ça, justement, c'était quelque chose d'intéressant qui nous a permis justement de remonter, de savoir qui c'était. En fait, à un moment ou à un autre, on dit tiens, c'est bizarre quand il se passe des choses un peu. Et puis, grâce à ces partenariats avec différents acteurs, ils nous ont dit oui, tiens, c'est vrai, des adresses IP qu'on a vues ici et ça. Et donc, on a pu remonter justement un peu à la source. On a pu étudier ce mode d'action, faire ce type d'études. Donc là aussi, un exemple très concret justement de nos dispositifs qui nous a permis de le détecter, qui nous a permis de stopper et de renforcer la sécurité. Et troisième exemple aussi, parce que donc j'ai donné un exemple justement sur la guerre de l'information, sur la défensive, mais aussi sur l'offensif, avec la coalition contre Daesh, en fait, on a réussi en fait à casser une partie de la propagande, donc les serveurs qui étaient utilisés par Daesh, en fait, alors ça remonte un petit peu, c'était en fait un peu avant que j'arrive, mais après il y a eu un certain nombre de queues de comètes, on va dire, où on a pu justement casser de la propagande en fait de Daesh qui faisait que un certain nombre d'Européens venaient les rejoindre pour mener les combats. Donc vraiment des exemples très très concrets d'opérations dans le cyberespace où on voit bien qu'on n'est pas dans le paramétrage d'équipement, on est vraiment immergé dans le cyberespace. Et d'ailleurs pour les outils, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut développer des outils qui facilitent la perception qu'on est dans un espace où on peut se déplacer, on peut bouger dessus. Donc ça travaille pas mal dessus justement, enfin le côté très immersif que l'on essaie de développer pour avoir cette vision en fait de champ de manœuvre en fait d'espace. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est une image. Alors malheureusement, je me souviens plus de qui me l'a donnée, mais le cyberespace, on a tout le monde, des civils, des militaires, des gens de tous les pays, des industriels qui construisent le cyberespace, d'autres qui l'utilisent, enfin, et c'est ça. Et en fait, quand on doit défendre le cyberespace, c'est un peu comme si en fait on faisait la Coupe du Monde du rugby ou de foot, tous sur le même terrain, sans maillot et avec les entraîneurs, le public, enfin vraiment tout le monde mélangé, quoi. On ne sait pas qui est quoi, gentil, méchant, machin, bidule et tout ça. Et ça, c'est une image, je trouvais très très intéressante. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Le cyberespace, c'est plein de potentialités, mais aussi des risques importants et une difficulté, une complexité à s'y retrouver, quoi, en fait. Donc, d'où un commandant de la cyberdéfense pour justement maîtriser cette complexité, apporter des solutions, des éléments de réponse. Tu nous as parlé tout à l'heure dans la partie équipement, tu nous as pris l'exemple des porte-avions, des bateaux et compagnie. Moi, étant qui je suis, j'ai envie aussi de parler du Rafale, parce que c'est aussi quand même un joli projet. Tout à fait. Ma question, en fait, c'est... je trouve ça top, c'est de se dire, OK, on a un cyberespace et il faut le protéger, il faut pouvoir évoluer dedans. Mais ma question va peut-être te paraître très naïve, mais je me dis que l'armée, elle est habituée quand même à gérer des projets. Construire un porte-avions, c'est quoi ? C'est 10 ans de travail entre la conception, la construction, la mise en œuvre. Enfin, c'est un boulot même un énorme. peu davantage parce que la durée de vie, justement, avait des évolutions. Après, donc, mais oui, conception, c'est au moins 10 ans, en effet. Là où, au contraire, dans la tech, les choses vont extrêmement vite. On le voit là avec... Depuis 2022, à peu près fin 2022, il y a les LLM qui explosent complètement. Et là, je ne sais pas si tu as vu, il y a 2 mois, je crois, même pas un mois, Google sort un nouveau téléphone où tu peux ajouter à la main, à la volée, un truc dans une photo. Et il y a plein de journalistes qui ont fait des tests où en fait, ils prennent une photo d'une voiture et en fait, ils créent un accident de voiture, un faux accident de voiture comme ça. Donc, vous avez en fait maintenant 3 milliards d'internautes qui ont une capacité à créer du contenu faux, factice. Est-ce que comment on fait en fait pour
pour se préparer pour ça. Enfin, c'est un changement de paradigme et de rythme qui est extrêmement important. En fait, comment vous avez fait pour vous adapter à ce nouveau rythme? C'est complexe en fait, hein. Il faut de l'information, il faut de la formation, il faut aussi de bien comprendre et de bien séparer les variables et notamment justement comment est-ce qu'on appréhende le cyberespace, comment on le décrit pour pouvoir mieux le résoudre en fait. Et il y a plusieurs manières de le décrire. On peut le décrire par exemple aujourd'hui en disant voilà, c'est les données qui sont importantes. On sait bien l'importance des données aujourd'hui, qu'en fait, donc on est sur un peu, je parlais d'un cyberespace, mais d'autres parlent d'une datasphère en fait, ou de choses comme ça, avec plein de données. Ok, ça c'est une approche. Il y en a d'autres qui disent non, on va séparer ça avec 3 couches. Alors il y en a d'autres qui en mettent plus, 5 couches. Enfin, il y a un petit peu de tout, mais là, j'aime bien la partie 3 couches parce que la première couche, la plus basse, c'est du matériel, on voit bien, donc c'est de la fibre optique, ce sont des serveurs. C'est assez intéressant, c'est très matériel, c'est très, très concret. Et surtout, ce qui est très important, c'est que en fait, un ordinateur, il est posé quelque part. En fait, il y a une territorialité et donc le droit national peut s'appliquer parce que on est là. Et les données, on sait bien que les données, quand elles sont stockées potentiellement dans un cloud qui peut être aux États-Unis ou par un cloudeur américain, donc là, il y a une réglementation, pas évidemment pour n'importe quoi, mais dans le cadre de procédures judiciaires ou autres, peuvent demander à avoir les données. Donc là, justement, la France et l'Europe se protègent par rapport à ça. Donc la localisation des données est assez fondamentale. Donc ça, c'est la couche physique. Après, on a la couche logique ou logiciel qui arrive dessus. Donc là, c'est la couche qui est très complexe quand même, parce qu'en fait, le logiciel, avec même des données techniques ou non, bah, ça peut être un peu partout, ça se déplace, ça évolue très très vite, et donc on a beaucoup de mal à comprendre les choses. Déjà, les systèmes, en fait, operating system, les logiciels, enfin tout ça, c'est assez complexe. Et la troisième couche, c'est celle qui justement apporte plutôt une compréhension, qui est plutôt avec les réseaux sociaux, c'est la couche cognitive, sémantique. Et on voit en fait avec ces 3 couches, en fonction de finalement comment on agit, et notamment pour ceux qui voudraient attaquer le cyberespace, en fait, on voit bien que on peut attaquer la couche physique. Et dernièrement, on a vu justement un certain nombre d'acteurs, donc sans rentrer dans le détail de qui a attaqué et pourquoi, mais qui ont attaqué des réseaux de communication justement en fait qui étaient associés, voilà, et qui ont bloqué les trains en fait. Donc là en fait on attaque la couche physique du cyberespace. En fait, on va casser quelque chose qui fait que le service ne sera plus rendu, en fait, le service numérique n'est plus rendu. On peut attaquer justement la couche logique, où là, avec du code, machin, du malware et ainsi de suite, on se déplace, on fait beaucoup de choses. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi attaquer la couche sémantique avec justement de fausses informations, en fait. Et en fait, les plus doués vont mélanger justement la couche logique, la couche cognitive, voire la couche physique, pour pouvoir justement créer un effet important de déstabilisation. Et puis après, en plus, on peut rajouter encore aussi des attaques plus cinétiques, avec des modes d'action hybrides, avec des personnes, avec justement, on parlait tout à l'heure de mercenaires ou d'autres choses. Donc tout ça, aujourd'hui, fait partie d'une complexification de la manière dont justement la conflictualité se manifeste, avec beaucoup d'hybridité, des effets de seuil, et puis des effets de mettre devant le fait accompli. En fait, on fait quelque chose, mais on s'est caché, donc on ne sait pas que c'est nous, parce que le temps de comprendre qui a attaqué, ben finalement, on n'est plus dans le même tempo. Une attaque cyber, ça se fait pas en 5 minutes. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'on voit Tom Cruise qui est en train de pianoter et tout ça. C'est un peu fake, en fait. C'est fini, tout voilà. ça. Mais voilà. Mais, donc, c'est très long. Mais ça se déclenche de manière assez fulgurante. On retrouve d'ailleurs le côté un petit peu de l'aviation, en fait, l'aviateur, la fulgurance de l'action, activité et tout ça. Et en fait, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, il faut beaucoup de temps. Donc il y a un décalage là aussi, qu'en fait. Donc voilà, tout ça intervient. Et donc cette compréhension justement de qu'est-ce que c'est que le cyberespace, comment est-ce que je peux l'appréhender et comment je dois former justement pour venir vraiment au cœur de ta question. C'est un petit peu ça, c'est que tout le monde comprenne bien finalement où il est, où il se positionne, en quoi il peut agir, qu'est-ce qu'il peut faire. Et après, justement, ce qui est important, ces 3 couches aussi dans les systèmes qu'on va la concevoir, le Rafale, qui est en effet un avion remarquable et fantastique, il faut bien en avoir conscience que il ne faut pas que le code soit implémenté en dur sur les composants qui sont mis sur la tôle, entre guillemets, quoi. Il faut que l'on puisse changer le code, il faut que l'on puisse changer l'électronique éventuellement, et la tôle, elle va rester, voilà, c'est pas les mêmes tempos, et donc il faut avoir cette approche-là aussi, en fait, de pouvoir bien dissocier la modularité, justement, en fait, et donc là, évidemment, tous ces grands industriels, avec le ministère des Armées, on a beaucoup travaillé pour que de plus en plus, on ait cette capacité, quoi, de pouvoir changer. Et on en parlait tout à l'heure aussi avec le DevSecOps, en fait, le déploiement rapide justement de mise à jour. L'objectif, c'est ça, c'est de ne pas attendre 1 an, 5 ans
de venir, entre guillemets, au garage pour une grande révision pour changer le code. L'objectif, c'est de pouvoir changer rapidement, mais en s'assurant en effet que le code, il est bon, quoi. Parce qu'en fait, si on le change rapidement et qu'on s'est planté, il faut quand même que l'on puisse, et que l'avion ou le bateau est utilisé de manière opérationnelle. En fait, c'est pas la même chose que quand il est au garage, en fait, ou au stand pour pouvoir le faire. Donc, il y a tout ça intégré aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu nous as donné quelques exemples d'opérations réussies du ComCyber. Il y a depuis, maintenant ça fait plus de 2 ans que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on a perçues, vues ou appris sur les... Parce que on a toujours une image quand même des Russes comme étant une cyberpuissance prédominante, avec des capacités très élevées. Je ne sais pas si l'Ukraine a la même réputation. Tu vois, est-ce que ça a été une arme pour eux dans cette attaque de l'Ukraine ? Alors oui, et ça faisait longtemps en fait, depuis déjà l'annexion du Donbass et tout ça, ils avaient vraiment déjà mené des attaques, et notamment contre des banques, contre des administrations. Donc ils avaient commencé à saper un petit peu justement le fonctionnement de l'État. Et donc là, ils ont continué. Ils ont réussi l'attaque majeure justement, c'est contre le satellite, là, Viasat, où ils ont bloqué justement l'accès à l'Internet au réseau IP. Ça a eu des effets de bord un petit peu sur ceux qui utilisaient les mêmes principes. Donc en fait, ils sont bons, même très bons, mais c'est pareil, même s'ils ont automatisé beaucoup de choses, à un moment ou à un autre, leur capacité d'action est quand même limitée. Et donc ils ont fait un choix dans une stratégie, un petit peu comme les attaques physiques aussi, ils ont fait des choix de stratégie, d'attaquer un type de cible, donc de consacrer, d'affecter leurs ressources humaines sur telle et telle cible. Et donc à un moment ou à un autre, forcément, ils n'ont pas nécessairement pu attaquer tout. Et puis aussi, les Ukrainiens, ils s'en prennent depuis très longtemps, justement. Donc là aussi, ils ont monté en gamme. Là aussi, c'est pareil, il ne faut pas oublier qu'il y avait des groupes de hackers ukrainiens qui nous envoyaient des malwares et des rançons logiciels aussi. Donc en fait, c'est les mêmes qui se sont retournés. Et puis d'autres, en effet, qui étaient pas du tout dans cette démarche de hacker. Et donc on a pu voir justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir tous les acteurs et comment ils ont pu évoluer. Donc en effet, des acteurs russes qui se sont concentrés dessus. On a vu côté ukrainien, justement, des groupes qui se sont un peu coupés, en fait, ou d'autres. Il y a cette fameuse Ukraine Cyber Army, en fait, qui a ramené du monde. Les Anonymous aussi qui ont rejoint. Donc en fait, on a vu que tous ces groupes un petit peu flous de hackers plus ou moins sympathiques, en fait, se sont un petit peu organisés. Et puis après, il y en a d'autres qui sont venus en apportant des compétences, justement, dessus. On a vu aussi le rôle d'un certain nombre d'acteurs civils, privés du monde du numérique, en fait. Starlink qui est venu compenser Elon Musk et tout ça avec des services de communication par satellite, avec quand même à un moment ou à un autre un certain nombre de restrictions par rapport aux opérations qui pouvaient être menées. Microsoft aussi qui a participé. On a vu aussi que des données avaient bougé beaucoup de data centers pour ne pas être récupérées, en fait, ou détruites. Donc on voit que en fait cette guerre cyber, en fait, rebat les cartes, en fait, des acteurs, entre des acteurs purement militaires et puis des acteurs non militaires, mais étatiques, ou des acteurs complètement privés. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, ça va être comme ça. Je parlais tout à l'heure un peu d'hybridité, avec des acteurs multifacettes, et donc on va avoir de plus en plus de mal à savoir qui fait quoi contre nous, et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire contre eux. Parce que là aussi, c'est pareil. Une fois qu'on a identifié qui nous attaque, comment ils nous attaquent, quels sont les dégâts de l'attaque, là, justement, on est capable éventuellement de réagir. Et là, justement, en France, on a défini justement quels étaient les seuils qui étaient considérés comme ouvrant la possibilité de riposter. Et une riposte, elle peut être cyber, mais elle peut être aussi économique, elle peut être politique, elle peut être militaire. Donc tout ça, ça a été très très intéressant aussi. Donc on a vu que dans cette montée en gamme du comment la cyberdéfense, on avait aussi à appréhender ce type de sujet d'application du droit, en fait, du droit des conflits armés, le droit de la guerre, le droit dans la guerre, et ces mécanismes justement de proportionnalité, de discrimination entre cibles civiles et cibles militaires. On voit bien aujourd'hui les difficultés que ça peut apporter. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, dans un data center, c'est difficile de savoir les données. Est-ce que c'est les données militaires ou qui participent à une action militaire, ou les données civiles de tout un tas de personnes, quoi. Donc là, ça devient vraiment, vraiment complexe, en fait, aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un changement de paradigme qui est effectivement extrêmement fort, parce que tu peux avoir n'importe qui sur le terrain. C'est l'image que tu avais du terrain de rugby, en fait. C'est que tu peux avoir n'importe qui sur le terrain.
sans savoir de quel côté ils sont et en sachant qu'ils peuvent changer de côté du jour au lendemain, en fait. Ah, et puis on avait vu, certains en profitent, justement, il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était en 2015, je ne devrais pas me tromper, l'attaque de TV5 Monde, où justement, cybercalifate qui attaque et tout ça, et on s'est bien rendu compte que c'était pas du tout le cybercalifate, en fait, que c'était un acteur, en fait, on va appeler ça pudiquement un compétiteur stratégique, en fait, qui avait justement voulu mener un certain nombre d'actions contre la France spécifiquement, en fait, par rapport à ça, quoi. En ce moment, moi, je fais un executive master autour de l'innovation. Dans ce contexte-là, j'ai une espèce de thèse, on va dire, plus ou moins à écrire. Et le sujet que j'ai choisi, c'est l'industrialisation des cyberattaquants. Parce qu'on voit effectivement des entreprises qui se créent, qui ont pignon sur eux, alors dans certains pays quand même, mais qui effectivement fournissent des prestations de manière très spécialisée. Ça peut être l'obtention de credentials, ça peut être le fait des attaques DDoS ciblées, création de centres d'appel qui vont se faire passer pour telle ou telle banque. Enfin bref, c'est quand même assez fou. Sur ce genre d'acteurs, est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va essayer d'attaquer, on va dire, la France, donc au sens donc les armées ou les administrations françaises, est-ce qu'on part quand même du principe globalement que c'est surtout les États qui vont essayer d'attaquer les États, parce que ou même comme ça des cyberattaquants entre guillemets privés, on va dire, peuvent essayer de se frotter à ce type d'échelle, tu vois, ou est-ce que vous ne jouez pas dans la même cour? Alors, de plus en plus, en effet, les cybercriminels se professionnalisent, comme tu le dis, et donc ils montent en gamme, en fait. Et donc, la jonction et la différence en matière de technicité entre de l'étatique pur, en fait, et puis du groupe cybercriminel est de plus en plus difficile, les uns pouvant s'appuyer sur les autres. Donc, ça devient de plus en plus complexe, en fait, de faire la distinction. Donc aujourd'hui, ce qui va faire notre force si on veut se défendre, c'est justement cette coordination, ces partenariats, et pas uniquement les militaires français contre des militaires d'un acteur potentiel, et puis les gendarmes et les policiers, en fait, et la justice contre les cybercriminels. En fait, on va travailler tous ensemble, et justement, en fait, il y avait une revue stratégie de cyberdéfense qui est sortie en 2018 à peu près. Elle a actuellement justement réfléchi à une nouvelle actualisation. Et dans le cadre de cette revue stratégie de cyberdéfense, a été défini justement un organisme qu'on appelle le C4, le Centre de coordination des crises cyber, qui est vraiment un organisme interministériel, présidé par le SGDSN, le secrétaire général à la Défense et la Sécurité nationale, rattaché au service du Premier ministre, et après les ministères, tous, mais certains plus que d'autres, notamment par leur capacité, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice, ministère aussi des Affaires étrangères. Et donc tout cela, on va travailler ensemble pour pouvoir voir ce qu'il en est. Évidemment, l'Agence nationale de SSI est partie prenante et elle fait ce lien avec des entités comme les OIV en fait, et d'autres acteurs en fait, d'organismes d'intérêt vitaux. Et donc ça nous permet d'avoir une vision globale et partagée finalement de qui est attaqué, des institutionnels, des privés, et puis potentiellement qui attaquent avec un suivi de l'ensemble des APT, les Advanced Persistent Threat, en fait, pour pouvoir justement être capable de mieux réagir dans une globalité. Parce que, en effet, on a de plus en plus de mal à faire la distinction finalement de qui attaque qui, comment, de quelle manière, même si on sait qu'il y a quand même des particularités. C'est un peu comme les cambrioleurs, ils ont leur méthode. Il y a ceux qui passent par les sous-sols, ceux qui passent par les étages, en fait. Donc là, c'est un petit peu pareil dans ces groupes d'attaquants. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer ou s'auto-évaluer sur une capacité de cyberdéfense? Je prends un exemple, encore une fois, peut-être très naïf, mais il y a fort longtemps maintenant, il y avait l'histoire de Stuxnet, qui était assez impressionnante, où en fait, je crois que pendant quasiment 18 mois, je ne sais plus quelle était la temporalité, mais pendant longtemps, il y a ce virus, ce malware, je ne sais plus comment on qualifierait, qui s'est propagé sur les environnements de manière complètement invisible. C'est-à-dire que, en fait, ma question est peut-être naïve, mais est-ce qu'un pays pourrait s'imaginer comme étant très bon en cyberdéfense ou en cyberattaque, alors qu'en fait, de manière complètement invisible, il est... Ça peut arriver, et en fait, il faut faire preuve d'humilité, en fait, et souvent la question qu'on se dit, c'est est-ce que je vais t'attaquer ou pas être attaqué? La question, c'est quand est-ce que je vais t'attaquer? Et puis certains disent, en fait, quand est-ce que je vais me rendre compte que j'ai été attaqué? Voilà. Et on voit justement avec l'évolution
de la détection, on découvre à certains moments, enfin globalement je parle, avec justement les échanges qu'on a avec l'ANSSI et ainsi de suite, des traces, à un moment ou à un autre justement de bouts, de malware, de choses comme ça qu'on n'avait pas identifié en fait à un moment ou à un autre et qu'on a identifié. Donc là c'est toujours pareil en fait, malheureusement dans ce domaine-là, souvent les attaquants ont une avance sur les défenseurs en fait, et il y a des batteries de personnes qui cherchent des vulnérabilités sur les systèmes et qui après vont les exploiter. Et au moment où on découvre en effet qu'il y a des vulnérabilités, qu'elles sont publiées, que l'on veut corriger, il faut du temps aussi, quoi. Ça ne se fait pas forcément en 5 minutes en fait, hein, surtout qu'on a des réseaux importants. Et puis c'est pareil, si en plus l'attaquant il a prévu ça et qu'il va piéger le patch que tout le monde a téléchargé, et ben hop, double effet qui se coule en fait. Donc il faut intégrer vraiment, vraiment tout cela. Donc oui, il y a aujourd'hui une vraie difficulté et en fait il faut faire preuve d'humilité et régulièrement voilà, essayer de changer la manière dont on va évaluer, tester. Nous on a ce qu'on appelle des groupes d'intervention cyber, où ils sont réactifs, où ils sont en anticipation et à certains moments on les envoie. Et en fait, certains disent mais il n'y a pas besoin, on a fait des audits, on a fait des homologations, tout va bien et ainsi de suite. On dit non, en fait il faut plusieurs équipes avec des points d'attaque différents pour se rendre compte, je l'avais évoqué tout à l'heure, les pentests, les bug bounty, ce type d'équipe, en fait, le normatif, le respect d'un certain nombre de choses. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important parce qu'à un moment ou à un autre, oui, et nous on le voit bien aussi, en fait, hein, on a tout un arsenal offensif qui est utilisé dans un cadre juridique très strict, en fait, par des militaires, sur un tas d'opérations et tout ça. Et cet arsenal, évidemment, ben voilà, on sait à un moment ou à un autre qu'on va peut-être utiliser des éléments que d'autres ne connaissent pas, en fait, il y a des potentialités, en fait, voilà. Et donc, on se met dans l'optique, voilà, ce que nous on fait, est-ce que les autres le font, qu'est-ce qu'il en est, ce qu'on a pu voir aussi, ce qui a pu arriver, fait qu'on est un peu paranoïaque. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que moi, quand j'avais pris mes fonctions de comme cyber, lors d'échanges, lors de salons, en fait, le FIC ou d'autres assises, justement la cybersécurité et tout ça, on me dit, mais vous arrivez à dormir la nuit encore ? Et je ne m'étais pas posé la question. Alors, je dormais bien, parce qu'en effet, les équipes sont mobilisées et on fait le maximum. Mais finalement, après coup, on s'est dit, ah oui, finalement, si d'un seul coup, on découvre qu'il y a quelque chose, qu'on a été attaqué, et dans notre jargon, là aussi, c'est pareil, le jargon un peu qu'on a été poutré, là, qui n'est pas forcément un terme très... Voilà, mais que tout le monde connaît bien, ben oui, c'est vrai que ça peut donner un petit peu des sueurs froides, quoi. Ouais, j'imagine. Et donc, tu nous racontais tout à l'heure qu'il y a eu des espèces d'exercices entre alliés, et que la France se place en général relativement bien. C'est-à-dire que tu penses qu'on est aujourd'hui... oui, on est bien positionné. Alors, on ne fait pas toujours l'effort de mettre toujours l'équipe A, en fait, pour pouvoir faire cela. Donc, mais tous les 2-3 ans, on envoie l'équipe A, et puis après, on envoie l'équipe B pour qu'elle puisse devenir l'équipe A de demain, d'après-demain. Donc, on en fait un certain nombre. On en fait, nous, au sein du ministère des Armées, justement, des exercices spécifiques rien que pour nous. On en fait d'autres interministériels, on en fait internationaux, et c'est vraiment important de faire ça. On est pas mal, et en fait, on est pas mal parce qu'on fait ces exercices, donc on teste nos capacités, mais en fait, c'est tout un tas de critères là aussi que l'on intègre. C'est aussi des industriels, du numérique et de la cyber, et nous, on a tout un tissu de start-up et de plus grandes entreprises qui sont très bonnes dans le domaine cyber. Là, on est vraiment très très bien positionné, on n'a absolument pas à rougir. Et je l'ai évoqué, on a des doctrines. On explique justement ce qu'il en est. On a un document juridique qui dit voilà, quel est le seuil en fait, où nous on va réagir si on se fait attaquer, quel est le type d'attaque que l'on peut faire. On a des écoles aussi, des laboratoires de recherche. Il y a un partenaire avec l'état-major des armées et l'INRIA par exemple, et puis d'autres acteurs. Donc tout ça c'est très très important. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, on a des ministres en fait, et là en effet aussi des présidents qui n'hésitent pas à un moment ou à un autre à dire des choses en fait, et à dire voilà, on a des capacités. On n'hésite pas à les utiliser, on les utilise dans les 3 domaines, défensif, offensif, d'influence. Et voilà. Et donc tout ça, ce sont des critères qui nous permettent justement de nous positionner dans les 10 meilleurs dans le domaine cyber. Après, tout dépend qui on voit dans certains domaines. Il y en a qui sont très bons dans d'autres domaines, mais par exemple dans le contrôle de l'Internet, justement dans certains pays, par exemple en Chine ou en Russie, où ils contrôlent les flux, ou contrôlent ce que disent les uns les autres. Donc ça, c'est peut-être pas forcément un élément à mettre en valeur. Et justement, la France, elle est mauvaise dans ce domaine-là, parce qu'en effet, on n'a pas envie de contrôler. Ça fait pas partie de ce que l'État français fait, et heureusement, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Donc il y a tous ces éléments-là. Et au bilan, non, on n'a vraiment pas à rougir, en fait. Il y a une considération, et quand on se réunissait justement dans ces forums de cybercommandeurs ou dans d'autres acteurs, il y a un profond respect mutuel, et c'est vrai que quand la France arrive et donne des éléments, ils sont toujours très attentifs avec ce côté justement, la French Touch, qui est vraiment très intéressante, et qui
s'explicite aussi dans le domaine cyber. De toute façon, aujourd'hui, de par la technicité du sujet, la vitesse à laquelle le sujet évolue et la jeunesse du sujet aussi, mine de rien, je pense que les alliés sont obligés d'échanger entre eux. En fait, de la manière que les entreprises commencent enfin à avoir cette approche de défense communautaire, c'est nécessaire en fait. C'est important et c'est vrai qu'il y a vraiment cet effort qui est supérieur peut-être que dans d'autres domaines, parce qu'on est vraiment tous confrontés à cette menace. Et dans les échanges d'informations, parce qu'on a pu apprendre par des capteurs très pointus, des informations peut-être que d'autres n'ont pas, finalement. Et c'est pareil dans le domaine cyber, quand on dit « tiens, j'ai vu tel malware et voilà ce que j'ai compris », en fait, en donnant ces informations, en les publiant, on explique quels sont nos capteurs, en fait. Et si on s'est loupé, les autres vont se marrer, ils vont dire « bah tiens, regardez, ils n'ont rien vu, ils se sont trompés ». Ou s'ils sont très très pointus, ceux qui pensaient être cachés et pas être détectés, ah mince, on a été détectés, donc ils vont essayer de trouver autre chose. Il y a toujours cette question de finalement, quand je dis quelque chose, que je montre quelque chose, quel est l'effet que ça peut produire. Et tu évoquais tout à l'heure Stuxnet. En fait, on a vu justement que grâce à ce malware, il a réussi à franchir l'air gap par des clés USB, par autre chose. Et donc on s'est dit, bah tiens, l'objectif qui était de limiter le déploiement de capacités nucléaires militaires a atteint son objectif pendant un certain temps. Oui, mais en fait, attention, ça a aussi servi de prolifération parce qu'à un moment, toutes ces traces de malware qui ont bloqué justement les turbines, en fait, eh bien en fait, ça a été récupéré. Et les Iraniens, ils ont travaillé dessus, en fait. Et ça leur a permis de monter en gamme, en fait, et retour à l'envoyeur, et aussi, voilà. Donc, il faut toujours se poser la question dans ce domaine-là, finalement. Quand je dis quelque chose, que je fais quelque chose, quel est l'effet potentiel que je n'ai pas anticipé, d'où, justement, une difficulté à naturellement échanger, mais il y a un tel risque collectif que vraiment, les personnes bâtissent, justement, des environnements de sécurité et de confiance pour pouvoir échanger des informations. Il y a eu justement, c'était encore Florence Parly à l'époque, j'étais là à ce moment-là, on a fait une convention de partenariat avec les 8 grands maîtres d'œuvre industriels de la défense, en fait, Dassault, Airbus, Naval Group, enfin tout cela, ces grands acteurs, Thales et ainsi de suite, parce qu'en fait, ils peuvent être attaqués pour attaquer le ministère des Armées, en fait, souvent les attaques indirectes, la supply chain, enfin, on connaît un peu ce type d'attaque. Et donc, on leur a dit, OK, faut que vous soyez meilleurs que ce que vous n'êtes, et on va vous aider à être meilleurs. Alors, pas parce que, en fait, sur le plan technologique, ils sont pointus, mais en matière d'organisation, en matière d'animation opérationnelle, de chaîne de réaction, de gestion de crise. En fait, les militaires sont quand même très bons dans ce domaine-là. Et donc, justement, ensemble, on a défini un certain nombre de critères, une homogénéité. Et donc, là aussi, donc, en fait, on a davantage échangé des informations, en fait, avec eux, parce qu'ils ont fait cet effort. Et donc, globalement, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi avec le campus cyber, en fait, à la Défense, cette dynamique et ces échanges qui sont importants. Et il faut essayer d'entretenir justement cette dynamique qui n'est pas forcément évidente parce qu'à un moment ou à un autre, on peut dire « ouais, mais moi j'ai donné des éléments, je n'ai pas eu un retour, quoi, comment ». Donc c'est vraiment un climat de confiance à établir. Et ça aussi, moi j'ai trouvé ça fantastique, c'est qu'en fait, la communauté cyber, les gens se connaissent, en fait, ils ont des parcours au sein d'administration, dans le privé, ils reviennent et ainsi de suite, et les gens se connaissent personnellement, en fait. Alors même si après on change, même si à un moment ou à un autre, il y a du business à faire, il y a des si, mais il y a quand même une considération importante, je trouve, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres secteurs d'activité. Ouais, je vois. Dans cette protection du cyberespace, comme ça inclut aussi l'aspect réseaux sociaux, j'en profite peut-être pour confirmer ou infirmer ce qui pour moi est encore une légende urbaine parce que j'ai pas eu de confirmation précise. Il y a une rumeur que j'ai entendue comme quoi TikTok, en Chine, l'algorithme TikTok ne montre aux enfants que des vidéos avec le fait qu'il faut réussir à l'école, que la science c'est cool, tu vois, pour essayer d'inciter toute la jeunesse à se diriger vers des études de haut niveau pour faire progresser enfin l'ensemble du pays, alors qu'à l'inverse, pour tout l'Occident, on ne montre que des vidéos, on montre aux jeunes que faut sortir, faut danser, faut boire, faut s'amuser, pour essayer d'abrutir les futures générations. Tu vois, c'est une espèce de guerre. Est-ce que ça, c'est des choses où toi, tu saurais dire si c'est vrai ou pas vrai, si c'est... Alors non, parce que je ne regarde pas spécifiquement cette partie-là. Et puis après, on est aussi, à un moment ou à un autre, c'est un peu ce que j'évoquais, dans une attribution où on va pointer du doigt quelqu'un, une entreprise ou un État, parce qu'il a fait telle et telle chose. Donc là, il y a justement, on parlait tout à l'heure de prise de risque ou simplement de positionnement, de voix officielle. Et donc moi, le militaire que je suis ne peut pas s'exprimer par rapport à ça, ce qui n'empêche pas en effet de réfléchir à ce qu'il en est. Et on a pu voir dans l'absolu, en effet, que
au travers du cyberespace, au travers de logiciels, au travers des réseaux sociaux, on peut avoir une influence indéniable sur les esprits, sur d'autres choses. Donc, techniquement, c'est possible. En matière d'objectifs à atteindre, c'est plausible là aussi. En revanche, en effet, j'ai pas d'éléments pour le faire et je pourrais pas, moi, personnellement, Didier Tisser, ancien général de l'armée de l'air, le dire, en fait, là-dessus. C'est une démarche plus politique et certains politiques, à un moment ou à un autre, n'hésitent pas à le dire, en effet, quoi. Et d'ailleurs, on avait vu des fermetures, justement, de TikTok ou d'autres applications, où on avait vu aussi, à un moment ou à un autre, avec la 5G, avec Huawei, où certains s'étaient posé la question en disant est-ce que c'est pas piégé, qu'est-ce qu'il en est. Donc là voilà, le politique s'est positionné en autorisant ou en réduisant en fait, et donc là il y a eu des restrictions en fait en France d'un certain nombre justement d'antennes, d'équipements 5G parce qu'on avait un doute potentiel sur l'utilisation qui pourrait en être fait notamment à proximité de sites militaires ou autres en fait. La partie équipement, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse les lettres d'Orez, c'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait. Dans l'ordre. Donc le premier, donc le D pour la doctrine. On en a déjà un peu parlé, mais juste pour essayer de voir. Parce que j'imagine, dans le terme de doctrine, dans le sujet de doctrine, il y a effectivement tu l'as dit, quand est-ce qu'on riposte, ce genre de choses. Mais dans ce contexte où effectivement quasiment n'importe qui peut être attaquant. Entre guillemets, j'imagine que pour un soldat qui est sur le terrain, au sens physique du terme, quelqu'un qui a un uniforme et qui n'en a pas, c'est déjà plus facile de faire la différence. Comment est-ce que vous adaptez cette éthique-là? Parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, il y a quand même une éthique dans la manière dont on attaque et dont on se défend. Comment vous l'avez adapté au cyberespace? Alors, on a essayé de le faire le plus proche possible de ce que l'on fait dans les autres domaines, en fait, ce que pourrait appeler le cinétique, air-terre-mer, en fait, et de se dire, voilà, le militaire ou le civil, comment est-ce qu'il peut réagir, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou non. Et par exemple, ça plus largement, en fait, en France, le côté fight back, en fait, donc contre-attaquer, avec des moyens offensifs, ça c'est interdit en fait. Un particulier ne peut pas le faire, une entreprise ne peut pas le faire. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, en fait, un certain nombre d'entreprises ont été mandatées pour pouvoir le faire éventuellement. En France, c'est pas possible en fait, parce que justement, on a ce risque en fait de prolifération d'outils offensifs, en fait, de l'effet on cible et puis finalement c'est très large. On a vu justement des attaques très larges, alors qui étaient peut-être volontairement très larges. Mais le côté NotPetya et autre chose, justement, c'était des attaques qui ont été très très larges en fait et qui ont atteint énormément de personnes en fait, WannaCry, NotPetya et tout ça. Et puis on parlait tout à l'heure de Stuxnet, beaucoup plus ciblé, mais avec des effets de bord quand même sur d'autres équipements Siemens et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, l'objectif c'est de dire ok, on défend nos moyens, et c'est pareil aussi, le ministère des Armées en fait défend ses moyens en fait, son numérique. Et après, alors maintenant il y a des partenariats avec l'ANSSI, on vient en support, où on vient, à travers d'autres organismes, s'assurer que les entreprises qui traitent d'informations classifiées de défense sont bien au bon niveau, et éventuellement on vient les aider s'il se passe quelque chose. Mais à la base, c'est surtout défendre nos moyens militaires pour pouvoir continuer à faire la guerre, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en effet, le militaire n'a pas vocation à aller défendre une petite entreprise quelque part, même si c'est très important, évidemment, ou une commune. En fait, là, c'est plutôt police, gendarmerie et d'autres acteurs, en fait. Donc voilà un peu dans l'approche. Donc la doctrine, c'est vraiment ça, c'est quel est le cadre que l'on se définit, quelles sont les règles du jeu, et de ces règles du jeu, on en définit un mode d'emploi en fait à dérouler pour que ce soit plus facile pour les personnes, qu'elles comprennent justement ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire. Et c'est pareil aussi, à un moment ou à un autre, on peut rentrer dans le détail avec dans cette doctrine, par exemple des règles sur la surveillance des réseaux, de quelle manière on veut la faire, avec quel type d'outils, comment on peut faire. Donc ça se décline. Et cette doctrine, on a fait en sorte... Alors, il y a une partie de la doctrine qui est classifiée, parce qu'en effet, il y a des mécanismes un peu pointus qu'on n'a pas envie de divulguer, mais on a rendu public des éléments de cette doctrine pour expliquer justement ce que l'on mettait en œuvre, de quelle manière on se protégeait, et surtout quels étaient les partenaires avec lesquels on travaillait. Je parlais de l'ANSSI et d'autres ministères. Donc voilà, tout ça a été défini. Donc dans ces doctrines défensives, offensives et d'influence, on a tenu à ce qu'il y ait des éléments publics, et notamment pour l'offensif, parce que l'offensif, justement, on reproche aux autres potentiellement de nous attaquer, de casser nos données, ici et ça, et nous on va faire pareil.
Mais on ne fait pas pareil, en fait. Alors, on a expliqué justement pourquoi, comment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est contre un ennemi, une action potentiellement militaire, en fait. Voilà. Donc, cette doctrine, c'est quelque chose, en effet, très, très important dans le cyberespace. Et puis après, plus largement aussi, j'en parlais tout à l'heure aussi, dans le cyberespace, comment on va le construire, de quelle manière. Donc là, on explique un petit peu ce qu'il en est. Le cloud, est-ce qu'on veut un cloud souverain? Est-ce qu'on veut plutôt un cloud américain avec la puissance que ça peut avoir? Ou est-ce qu'on a des solutions intermédiaires? Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui avec des industriels français, des Thales, des Capgemini, des opérateurs comme Orange, qui se mettent avec des hyperscalers américains, en fait, Microsoft, AWS et autres, pour pouvoir, Google, pour proposer justement une offre qui soit à la fois performante et souveraine. Souvent, on oppose cela parce qu'on dit, ouais, on veut être souverain, mais avec... alors je le dis en riant, avec nos petits bras, en fait, on aura un petit peu de mal et on va avoir du retard. Alors même si dans certains domaines, on n'a pas des petits bras, on est quand même bien musclé et tout ça, on n'a pas fait les investissements qu'ont fait les Américains depuis de nombreuses années dans le cloud. Donc en fait, la question se pose. Et donc là, justement, c'est même plus qu'une doctrine, c'est même une politique, en fait, qui régulièrement, justement, évolue dans ces choix-là, quoi. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là, la doctrine. L'organisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, justement. En fait, on a des entités un petit peu partout, mais ce qui est très important, c'est la gouvernance, c'est comment on fait en sorte que tout le monde se coordonne. Et à un moment ou à un autre, il faut choisir d'aller dans telle direction ou dans telle autre direction. Il faut identifier clairement quelle est la personne qui va le faire. Typiquement, il y a une attaque cyber qui est là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On éteint tous les ordinateurs où les éléments ne décollent pas. Et il y en a qui vont dire, bah si, il faut que les éléments décollent, parce qu'il y a une menace ennemie potentiellement, donc ils vont décoller en sachant que potentiellement il y a un virus à l'intérieur qui peut se déclencher et avoir telle et telle petite action, en fait. Bloquer les commandes de vol ou autre chose. Donc c'est quand même un peu catastrophe, là je pousse à l'extrême. Mais en fait, à un moment ou à un autre, il faut qu'on dise qui va décider. Est-ce que c'est le spécialiste cyber qui va dire il y a une attaque cyber, on la jugule et on arrête, ou est-ce que c'est le spécialiste opérationnel qui commande la manœuvre aérienne, terrestre, et ainsi de suite. Et au sein des armées, c'est plutôt celui qui est porteur des opérations qui va décider, qui va prendre les risques, et en fait éclairé par justement les impacts et les risques qui sont pris par le spécialiste cyber, quoi. Le cyber est beaucoup plus opérationnel que le numérique, en fait, dans son approche, mais pas au point de pouvoir se substituer complètement à ça. Et de toute façon, l'arbitre, c'est le chef d'état-major des armées, c'est le ministre, c'est le président, s'il y avait besoin pour les cas extrêmes. J'imagine que... alors, il y a une culture du renseignement, de toute façon, au sein de l'armée de manière assez naturelle, mais toi, dans ce que tu expliques, vu que c'est effectivement le responsable opérationnel qui doit prendre la décision, j'imagine que la décision, elle est informée, elle est éclairée, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un transfert d'informations qui soit rapide, efficace et complet. Mais j'imagine qu'avec la culture du renseignement, c'est peut-être déjà quelque chose qui se... Oui, c'est quelque chose qui se fait, et justement apporter... Alors, on a en fait 3 étapes au sein des armées. Et on développe des capacités justement pour pouvoir faire cela. C'est une capacité autonome d'appréciation de situation. Donc là, c'est le renseignement, c'est la connaissance. Donc là, c'est important. Il faut qu'on ait des capteurs que l'on maîtrise. Si c'est des capteurs donnés par d'autres pays, même des alliés, à un moment ou à un autre, il peut y avoir des risques. En fait, l'histoire a montré que parfois on n'était pas tous complètement alignés. Donc voilà. Si ce sont nos capteurs, on sait ce qu'il en est, on sait apprécier donc là, le renseignement. Après, capacité de décision, donc nos états-majors, agréger ces données, l'IA peut nous aider aussi pour peu qu'on la maîtrise correctement, tout ce qui aide à la décision et tout ça, c'est important. Et puis après, capacité autonome d'action. Ce sont nos Rafales franco-français, ce sont nos Charles Leclerc, enfin c'est tout ça, notre porte-avions, où là on sait que eh bien, on va pouvoir y aller. Il n'y aura pas un industriel qui va dire bah non, je ne donne pas les pièces détachées ou je ne donne pas le carburant et tout ça. Donc ce triptyque est fondamental justement en fait, pour pouvoir agir. Et donc le renseignement, en effet, c'est le début, c'est le premier élément de cette appréciation. Et pour revenir au cyber, justement, en fait, le renseignement d'intérêt cyber, tout ce qui est source ouverte aussi, l'OSINT, en fait, aujourd'hui, ça monte énormément. On a plein de choses. C'est intéressant d'aller voir tout ça, d'avoir des outils qui nous permettent de mettre en perspective tout cela. Et puis, dans le renseignement d'intérêt cyber, ce qui est important aussi, c'est de se renseigner sur l'ennemi, quels sont les moyens qu'il a, quelle est l'informatique qu'il a, et comment, si on était opposé à lui, on pourrait éventuellement justement bloquer ses systèmes. Donc on a aussi un gros travail à faire là-dessus, et de même nous aussi, connaître nos propres vulnérabilités, quoi, en fait, pour voir de quelle manière il pourrait éventuellement essayer de nous bloquer, quoi. Ok. Ensuite, donc on a fait le D, le O, il y a le R sur la partie donc ressources. voilà, les ressources, on l'a vu, mais ce qui est fondamental, en effet, évidemment, on veut toujours plus d'argent, mais le ministère des Armées a fait des budgets importants, la programmation militaire assez conséquent. La question, c'est plutôt comment on va utiliser cet argent et avec qui. Est-ce qu'on va plutôt développer en interne
On a quelques centaines de développeurs, de codeurs en fait, hein, donc ils vont faire un certain nombre de choses, mais pour des gros logiciels, on va plutôt passer par des industriels en fait, qui sont habitués à cela, et les équipements c'est pareil aussi. Et sur la partie justement de ces équipes, est-ce que au final à 100% des gens que vous recrutez sont quoi qu'il arrive formés? Parce qu'en fait, ma question c'est, est-ce que dans le civil, vous pouvez trouver un niveau de compétence qui est suffisant par rapport à l'enjeu et à la complexité que vous... Alors en fait, oui, de connaissances, on va dire, théoriques. Après, en revanche, l'emploi de cette technologie dans un contexte particulier, là, souvent, c'est des formations dans des unités spécialisées. En fait, typiquement, ceux qui font de l'offensif, en fait, l'offensif, on ne le fait pas à l'extérieur. C'est interdit, en fait, de faire de l'offensif, en fait, hein, sauf si on a un hacker ou après... pour faire du défensif, on a un certain nombre de choses, donc on apprend à faire de l'offensif en laboratoire et ainsi de suite. Mais voilà, donc des vraies opérations offensives comme celle que j'évoquais tout à l'heure contre Daesh, là, c'est important qu'en fait. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses que l'on apprend réellement en interne, et notamment aussi pour la défense de nos systèmes. Nos systèmes, on les apprend pas en école en fait, hein. Il y en a, c'est des particularités, même si en effet ils vont utiliser les protocoles, ils vont utiliser l'équipement et tout ça. Donc voilà, donc il y a une phase d'adaptation en fait, adaptation à l'environnement qui ne peut se faire qu'en interne. Mais non, il y a un niveau très 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 pointu quoi. En fait, là aussi c'est pareil, il faut faire preuve d'humilité, la compétence est partout, le génie est réparti uniformément, et justement il faut être capable de l'attirer à soi. Et justement on a beaucoup évolué aussi. Avant on rentrait militaire, on faisait un bout de carrière, on sortait, on pouvait pas revenir. Où on revenait en réserviste opérationnel 30 jours par an et pas plus. Là, le principe est fait qu'on puisse éventuellement revenir plus tard en tant que civil ou ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup plus en fait d'allées et venues, en fait, de parcours croisés entre le monde militaire, entre les armées, entre les civils et les militaires au sein du ministère des Armées, et puis le monde privé, les autres administrations. Donc c'est vraiment quelque chose qui a... J'imagine que tu as déjà entendu la phrase comme quoi, au niveau informatique, on considère que la plus grande faille de sécurité, elle se situe entre le clavier et la chaise. Oui. J'imagine que dans cette gestion des ressources humaines, il y a aussi cette question-là, en fait. Complètement, quoi. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse évaluer les uns et les autres dans leurs compétences, en fait, hein, dans leur appétence, leur motivation. Et donc, ça se fait régulièrement, en fait, pour ça. Et donc... des formations régulières, des examens ou parfois des concours ou des passerelles en fait, qui peut permettre de valoriser les uns et les autres, donc d'entretenir justement un engagement, une motivation. Donc oui, mais oui, comme partout en fait, il faut être attentif aux uns et aux autres, et notamment aussi, il faut que certains ont été formés, il faut qu'on leur montre que les connaissances qu'ils ont acquises, elles peuvent être très utiles au sein de l'administration, au sein du ministère des Armées, et que s'ils veulent partir, ok, à un moment ou à un autre, ils pourront partir, mais c'est quand même bien de rester un petit peu, quoi, en fait. Mais c'est à nous de leur montrer que voilà, c'est dans les deux sens, en fait. Hein. Et alors, parce que j'entends, en fait, l'orientation que tu as donnée à ta question. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'est que... Parce que, en fait, moi, quand je te dis que la faille de sécurité, elle est entre le clavier et la chaise, je me dis que tu as peut-être... vous avez le risque d'avoir un de vos soldats qui serait retourné la tête par... Oui, alors en effet, ce risque est justement anticipé. Et en fait, on a ce qu'on appelle la DRSD, hein, la Direction du renseignement et de la sécurité de défense, qui justement va habiliter les personnes, donc, et va dire, voilà, cette personne peut travailler sur les informations classifiées de défense, et puis on va les suivre, et notamment celles et ceux qui ont des postes d'administrateurs techniques ou d'autres vont être suivis de manière plus particulière, et justement, on va essayer de voir s'il n'y a pas entre guillemets, des fragilités, donc des fragilités par rapport... des aspects financiers, par rapport à une vie de famille, par rapport à justement de la famille qui pourrait être à l'étranger. Et donc, en fait, à certains moments, à certaines personnes, on se dit il y a trop de fragilité, et donc vous n'avez plus accès à ce type de traitement, quoi. Donc, c'est pas pénaliser la personne, mais c'est de dire voilà, vous ne seriez peut-être pas en mesure de résister à une attaque de quelqu'un qui vous proposait de l'argent parce que vous avez bien besoin d'argent, ou parce que vous avez de la famille à l'étranger et tout ça. Donc oui, il y a un suivi là-dessus, et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui ait tous les pouvoirs, on va dire, tous les droits d'administration. Donc là, c'est pareil aussi, on fait en sorte d'avoir plusieurs niveaux, des trucs croisés, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte. Et d'ailleurs, justement, dans nos exercices, on intègre aussi le fait que les attaques peuvent venir de l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est pas forcément l'extérieur qui est rentré et qui a pris la main sur un ordinateur, ça peut être quelqu'un sur qui, justement, on a forcé pour qu'il puisse le faire, en fait. Je vois. On passe ensuite à la partie équipement. À quel point est-ce que vous pouvez
utiliser des équipements construits à l'étranger. Alors ça, en effet, c'est une question qui est justement en fait qu'on se pose depuis longtemps sur cette question de la souveraineté, en se disant il faut du logiciel et du matériel français, sinon c'est pas souverain. Et en fait, on voit qu'on n'a pas forcément la possibilité partout de le faire. On le fait dans certains domaines très très pointus. Par exemple, ce qui est lié à la dissuasion nucléaire, c'est un domaine très très pointu. Et donc là, évidemment, c'est du franco-français partout, mais ça a forcément un coût, parce qu'en plus, c'est pas produit en des grandes quantités, on peut pas vendre à l'export et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça, oui, c'est vraiment des choses qui sont intégrées. Et donc là, on est dans l'évaluation du risque, en fait, et notamment quel risque je prends. Est-ce qu'il y a un risque, oui ou non? Est-ce que ça peut être piégé, oui ou non? Comment je peux me rendre compte que ça a été piégé ou pas? On met des sondes, par exemple. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est le côté paranoïaque que j'évoquais un peu tout à l'heure, on se met dans ce mode paranoïaque et on se dit quel est l'événement redouté et comment l'attaquant pourrait faire éventuellement et comment moi je peux essayer de parer ces éléments-là, même si, entre guillemets, je suis condamné à avoir potentiellement, en effet, des équipements qui ont été fabriqués par d'autres que je maîtrise moins, en fait. Hein. Ouais. Donc, il y a tout ça qui se fait. Donc, c'est une question d'évaluation du risque entre quelle performance je veux avoir, quelle souveraineté je veux avoir. Et après, pareil aussi, à un moment ou à un autre, par exemple, là, l'organisme dans lequel j'étais, après comme la cyberdéfense, là, qui s'appelle la DIRESI, l'opérateur en fait, du numérique, et on est aussi centrale d'achat, et en fait, on a engagé 1 milliard d'euros en, fait, en 2023 pour acheter des logiciels, des matériels, des prestations télécom et informatiques et de l'aide, en fait, justement, pour la conception de systèmes. Et en fait, par an, on achète 50 000 ordinateurs. Donc, pour pouvoir justement, celui qui voudrait en fait faire en sorte de récupérer plein d'informations, il faut qu'il piège 50 000 ordinateurs. Donc là, c'est pareil aussi, ce sont des choses qui, avec un volume, en fait, est plus difficile qu'en fait. Et nous, après, bien évidemment, quand on achète ces ordinateurs, on ne dit pas où ils vont être mis. On ne dit pas, tiens, cet ordinateur-là, je vais le mettre au sein des seins, dans le centre opérationnel le plus pointu. Et donc, voilà. Donc, il y a tout ça aussi qui est intégré, en fait, pour essayer d'identifier les risques, essayer de les maîtriser, en fait, par rapport à tout ça. J'avais reçu il y a quelques temps déjà, c'était le CTO, je crois, de Préligence. Oui. Épisode passionnant, je vous recommande bien évidemment si vous ne l'avez pas écouté. Il avait raconté un truc que j'avais trouvé fou, c'est que donc il m'expliquait toute la conception de la solution, donc avec le ministère des Armées pour le truc, mais que en soi, lui, il ne savait, il n'avait aucune info sur l'exploitation de sa solution au sein des armées, à tel point que il m'a dit peut-être que mon truc n'est même pas utilisé, c'est-à-dire que peut-être qu'il me paye une licence, mais que c'est même pas utilisé. J'ai aucun moyen de savoir. Alors ça, justement, c'est en fait, on a plusieurs types de réseaux en fait au ministère des Armées. On a des réseaux justement qui traitent d'informations classifiées de défense en fait, et avec plusieurs niveaux des mentions spécifiques, qui sont complètement fermés en fait. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a certains logiciels en effet qui peuvent être déployés dessus, et l'industriel ne les voit pas en fait. Et donc, justement, on se fait former sur ces logiciels pour pouvoir faire en sorte de les maintenir en fonctionnement et ainsi de suite. Et puis après, on a un réseau justement qui est notre réseau courant à 200 000 machines à peu près, qui est le réseau qu'on appelle l'intra-def, interne au sein du ministère de la Défense, enfin maintenant des Armées. Et là, on est en fait plutôt diffusion restreinte. Donc c'est pas des informations classifiées de défense, donc si elles étaient perdues, l'impact n'est pas le même, mais quand même, il faut restreindre la diffusion parce que ça peut quand même donner des éléments à d'autres. Et alors ce réseau-là, en fait, il est fermé, mais quand même ouvert avec des passerelles de sécurité vers l'Internet, en fait. Et donc, justement, ces passerelles, en fait, régulièrement, on les fait monter en gamme. En fait, il y a tout un tas de filtres. Et donc, on a des flux, justement, mail, ou pour pouvoir aller faire du surf sur l'Internet. Mais tout ça, c'est très codifié. Et justement, si à un moment ou à un autre, on a entendu qu'il peut se passer quelque chose, poum, on ferme les écoutilles, en fait, et puis plus rien ne rentre, plus rien ne sort, et on travaille avec notre réseau. Okay. Donc, en fait, oui, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et donc, ces logiciels, justement, qui peuvent être ne pas forcément des logiciels franco-français, parce qu'il n'y en a pas d'autres, ou parce qu'on a envie de tester, de regarder quelle est la performance pour pouvoir demander à un industriel français de faire le même type de logiciel ou un encore plus performant. Voilà, l'industriel en question ne sait pas ce qui se passe, ne sait pas comment il l'utilise, en fait. Le principe est évidemment logique, mais c'est pareil assez fou de se dire que... Voilà, je trouve toujours après, ça ce qu'il faut, c'est être capable justement de l'utiliser pleinement dans toutes ses possibilités, en fait. Et donc, c'est la formation derrière, c'est l'humain qui justement va être la clé
de cette capacité à pouvoir utiliser pleinement ces outils qu'ils utilisent, en fait. Ok. Après, on passe à la partie soutien. Partie soutien, voilà, donc là c'est un peu classique, mais c'est vraiment souvent quelque chose qu'on oublie, la soutenabilité de quelque chose. On a tendance à acheter un système, à acheter des équipements, acheter des logiciels, et puis après ça s'arrête là. Alors après, le logiciel, souvent il y a les licences et tout ça, et puis les mises à jour, donc là on voit ce que ça engage financièrement sur la durée. Le matériel, un petit peu moins en fait, hein, donc là aussi. Et donc là, il faut intégrer tous ces éléments-là. Il faut aussi intégrer le côté suivi logistique, suivi comptable. En fait, on achète, le ministère des Armées achète quelque chose, enfin c'est l'État qui achète, et donc il y a un suivi des données de l'État en fait. La Cour des comptes peut le dire au fait que vous avez fait, où sont passés les ordinateurs que vous avez achetés, donc il faut pouvoir les montrer, il y a tout un suivi. Ça, ce sont des contraintes qu'on a aussi que d'autres n'ont pas nécessairement. Donc ça fait partie justement de tout ça dans ce maintien en condition opérationnelle, cette logistique, pour pouvoir savoir finalement où sont nos équipements, comment on les maintient, comment on les fait évoluer. En fait. Donc c'est au-delà de la résilience, c'est pas uniquement des équipements non, oui, il y a plusieurs choses. Oui, c'est au-delà, quoi, tout à fait. Ok, donc effectivement. Après, on a des mécanismes aussi liés à l'environnement, par exemple, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait établi, par exemple, qu'un ordinateur standard, en fait, on l'achetait et grosso modo, on l'utilisait pendant 5 ans, quoi. Parce qu'à un moment ou à un autre, après, le coût de le dépanner est supérieur au coût de rachat. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui interviennent. Donc, grosso modo, 5 ans ou 6 ans, ça dépendait desquels. Et en fait, après, on s'était dit, ceux qui ont été utilisés, qu'est-ce qu'on en fait ? On les jette à la poubelle ? Non, on ne va pas les jeter à la poubelle. Et donc, en fait, on a fait en sorte, dans la Noria, au moment où on déploie de nouveaux ordinateurs, on récupère les anciens, en fait. Les camions ne repartent pas vides, ils repartent avec les ordinateurs. Et après, justement, ils sont redonnés. Et notamment, s'ils ont traité aussi sur leur disque dur des informations, on enlève le disque dur, on le donne ou pas. Donc là aussi, on est dans des mécanismes assez vertueux, justement, en fait, de réutilisation par d'autres acteurs, avec notamment aussi du retraitement, avec des mécanismes un petit peu d'aide sociale, de choses comme ça qui sont importants. Et de même aussi, j'en profite, c'est un petit peu lié à ça, lié à l'environnement, de data center. On a fait en sorte justement là aussi de baisser la consommation. Donc en quelques années, on a baissé de 15%. Donc ça, c'est quand même pas mal pour l'environnement et puis aussi pour les données de l'État. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant là-dessus, quoi. Donc ça, ce sont des éléments qu'on intègre aussi un petit peu dans cet aspect logistique, maintenance, en fait, au sens large, quoi, en fait. Alors après, on sort du coup des lettres prévues. Voilà, après ce sont d'autres lettres, mais que j'ai un petit peu évoquées. Le côté juridique, là, je l'avais déjà un petit peu évoqué, c'est très important dans cette application du droit. En fait, le droit international et le droit national s'appliquent au cyberespace. En revanche, les modalités de son application peuvent être un petit peu complexes, en fait. Et c'est là où, justement, on a besoin de le décliner davantage. Et c'est là où la vision française pouvait être un petit peu différente de la vision américaine, ou notamment d'un document qui s'appelait le manuel de Tallinn. Tallinn, c'est en Estonie, où il y a un centre, justement, multinational, en fait, très pointu dessus, qui fait un fameux exercice là, qu'on a gagné, en fait, il y a quelques années. Donc voilà, tout ça doit être intégré, donc on a besoin d'aborder ça. Le côté réglementaire aussi est important, le côté normatif aussi. Là, c'est pareil, ce cyberespace, en fait, que l'on construit, en fait, qui le construit ? Et tu l'as évoqué, les Américains, les Chinois, d'autres acteurs, et puis nous, on ne le construit pas. Et en fait, à un moment ou à un autre, dans le choix des normes, quelles sont les normes qui vont être choisies, ces acteurs-là peuvent être très présents, et à un moment ou à un autre, nous imposer des normes qui vont nous limiter plus tard et faire en sorte qu'on va être obligé d'acheter, pour être interopérable, pour que ça fonctionne, des équipements qui ne sont pas les nôtres. En fait. Donc là aussi, il y a tout un travail d'influence au travers des normes, au travers d'organisations internationales pour pouvoir jouer dessus. Et donc là, on est en effet dans le réglementaire, dans le normatif, qui est important. Après, le I, c'est l'interopérabilité. Dans le cadre de l'OTAN, il faut qu'on puisse ensemble travailler. Donc là, on a défini des réseaux, justement, avec des cœurs de réseau, et puis des branchements et des passerelles de sécurité. Et puis, donc, dans le domaine cyber, là aussi, en fait, comment on travaille, qu'est-ce qu'on échange avec des structures plutôt liées au renseignement, plutôt liées à la réaction, à la gestion de crise, enfin, un SOC multinational et tout ça. En fait, ce sont des choses qui montent en gamme. Et puis après, je l'avais évoqué aussi, les partenariats. En fait, tout seul, alors souvent, là aussi, on en a parlé aussi, tout seul, on va plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, on a vraiment besoin, justement, là aussi, d'avoir ces partenariats. En fait, j'ai parlé avec les industriels, j'ai parlé avec le secteur privé, avec le monde académique. En fait, donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'il faut bâtir. En plus, c'est passionnant, en fait, parce qu'on est tous confrontés à la même problématique. Et on la résout de manière différente, parfois, en fait. Et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait,
attaques cyber, même si évidemment il n'y a pas de frontières dans le cyberespace, enfin, ou pas de la même manière, et puis quand on allait d'un bout du monde à l'autre à la vitesse de la lumière, il n'en demeure pas moins qu'en fait, on voit dans certaines zones quand même des malwares qui commencent à arriver, puis après dans d'autres, en fonction justement des compétiteurs, des groupes de hackers. Et c'est très intéressant d'avoir des contacts avec des partenaires du bout du monde, on va dire. Comme ça, ils vont voir des choses qu'on verra peut-être pas tout de suite, qu'en fait. C'est un peu comme des épidémies, en fait, du Covid ou ailleurs, en fait, qu'on a vu à certains moments, et puis après, c'est arrivé chez nous, quoi, en fait. Donc là, c'est pareil. C'est intéressant d'avoir ces contacts pour pouvoir avoir du early warning, en fait, d'anticiper sur quelque chose. Donc ces partenariats-là sont vraiment essentiels, en fait. Aussi, faut pas les oublier, quoi, en fait. Alors que pendant longtemps, comme c'était sensible, on voulait tout faire tout seul, en fait. Ouais, et en fait, éviter de donner la moindre information. Bon, voilà. Et on s'aperçoit que finalement, on est tout seul, en effet, mais on est limité. Et puis voilà, quoi. En fait, on est quand même plus en fait, au final, même tout seul, on va pas si vite que ça. Ouais. Au final, oui, en plus, tout à fait, quoi. Non, mais oui, bien sûr, quoi. On apprend beaucoup, et c'est pareil aussi, on apprend beaucoup quand on se fait attaquer. Là, c'est pareil, en fait, il faut accepter à un moment ou à un autre, faire preuve d'humilité, quand il y a une tentative d'attaque ou qu'il y a eu des attaques quelque part, de dire, bah ok, on va partager, on va faire un retour d'expérience sur ça. Et ça, les entreprises le font de plus en plus maintenant, en fait, parce que si elles ont été attaquées au moins, ça permet d'évaluer leur résistance. Et il y en a qui sont très bons, en fait, qui ont pu réagir, d'autres, malheureusement, moins, mais qui ont pu rétablir en quelques jours ou en quelques semaines. Et en tout cas, c'est mieux. Celui qui n'a pas vu de tentative d'attaque, en fait, il faut se poser les questions, quoi. Ça veut dire que peut-être, comme on le disait tout à l'heure, il en a déjà connu. En fait, il faut faire attention, quoi. Ouais. Oui, non. Puis je retiens aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce qui est marrant, c'est que quand je parle avec des industriels, souvent une phrase qui ressort, c'est maintenant on ne dit plus est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand est-ce que je vais me faire attaquer. Toi, tu m'as fait l'étape d'après, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer et quand est-ce que je vais découvrir que je me suis fait attaquer. Quoi, ouais. Parce que c'est encore un autre pendant. Pour terminer, pour aller un peu dans la continuité de la question que des gens te posaient en te demandant si toi, tu arrivais à dormir la nuit, est-ce que... Alors, ça fait peu de temps que tu as quitté ces fonctions-là et que tu es à nouveau dans le civil. Est-ce qu'il n'y a pas, presque, j'ai envie de dire, une forme d'ennui maintenant que tu vas dans le civil, parce que tu passes quand même d'un niveau déjà de stress très élevé, mais aussi de contraintes, de technologie, de sujets quand même hyper pointus et donc forcément passionnants, à une vie civile avec des entreprises qui ont quand même des problématiques de cybersécurité peut-être moindres. Alors, peut-être en effet, on a l'impression que les enjeux sont moins forts, mais par exemple, pour une banque, les enjeux sont fondamentaux. Numérique, cyber, c'est existentiel, en fait. Donc, la pression, en fait, est tout aussi forte, en fait, sur les acteurs. Donc, en fait, j'apprends à voir que la pression, ou en tout cas le niveau des enjeux, peut être aussi important, mais se manifester différemment. Il n'y a pas besoin forcément d'être entrayé, en fait, au sein du ministère des Armées, pour être l'acteur majeur, en fait, de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Même si, en effet, il y a des choses que l'on voit qu'on ne voit peut-être pas ailleurs. Moi, j'ai eu cette chance, et là, c'est logique, donc ce ne sont pas des secrets que je dévoile, mais sous l'Élysée, il y a un PC Jupiter où il y a parfois des conseils de défense très pointus, donc on se retrouve, comme la cyberdéfense, dans cette enceinte-là, avec le chef d'état-major des armées, le président. C'est des choses assez uniques, en fait. Ça n'arrive pas souvent, mais à un moment ou à un autre, voilà, on aborde, parce que, évidemment, c'est important avec tout le développement de ce domaine-là. Donc, à un moment ou à un autre, on est confronté à des choses qu'on ne voit peut-être pas ailleurs, mais... non, j'ai pas le sentiment en effet que je pourrais me lasser. Il y a tellement de choses à faire et j'ai vu tellement de choses que je pense que ça peut réellement être utile. Et là aussi, c'est pareil, il y a des choses à apprendre en fait. C'est pas transposable immédiatement. Les habitudes, les pratiques peuvent être un petit peu différentes en fait. Même si malgré tout, fondamentalement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, ce sont les mêmes personnes, c'est la même envie. De travailler, d'évoluer, de progresser, quoi. Donc non, je pense qu'il y a énormément de choses à faire aussi en fait, et le fait de donner du sens en fait à mon activité professionnelle est quelque chose qui est très important pour moi. Bon, top, beaucoup d'humilité encore, donc bravo. Merci beaucoup en tout cas Didier pour toute cette discussion, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert, c'était passionnant. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Oui, alors justement, il y a un contenu. Alors en fait, ce sont plusieurs livres. En fait, c'est Peter Hinsen qui a écrit un certain nombre de livres. Donc, un des derniers livres justement que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle The Day After Tomorrow.
En fait, il est vraiment sur le côté disruption, en fait, évolution, monde changeant, innovation. Il avait écrit il y a quelque temps, là, ça date maintenant en 2010, c'est The New Normal, qui était justement sur le numérique. Et pareil aussi, il a un autre livre sur Business IT Fusion. Okay. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est remarquable. C'est un multi-entrepreneur en fait dans le numérique, et puis il s'est fait racheter. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il fait des shows fantastiques en fait, alors très à l'américaine. Mais j'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ces shows. Donc vraiment, je recommande cette lecture pour pouvoir justement se projeter vers le numérique d'après-demain. C'est très important en fait. Okay, canon. On mettra bien évidemment les liens en description. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, Didier, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation, bien sûr. Tabulation. Voilà. Eh ben, top. Merci beaucoup, Didier. Merci Bruno, c'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Voilà, on a appris effectivement beaucoup de choses sur cette organisation assez particulière, assez spéciale. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à apprendre tout ça. Je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous, parce que c'est grâce à ça qu'on peut du coup découvrir des choses telles que tout ce que Didier est venu nous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire 5 étoiles ou juste 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Même si vous l'avez déjà fait, ça aide à diffuser cet épisode et ce podcast. Et donc ça aide de plus en plus aussi à le faire grandir. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.